Bien, alors nous allons Vamos a proseguir poursuivre después de este bello momento après ce donde très nos hemos bel introducido en instant où esa nous nous luz sommes camusiana, rentrés dans cette casi lumière viendo a Tipasa, camusienne, para presque entender, en ¿no? Esa voyant necesidad Tipasa pour de juego, de comprendre volver ce a besoin de adentrarnos jeu, de dentro de nosotros revenir à mismos, a buscar nouveau ese espacio dans cette de recherche alegría intérieure, de que nos chercher decía cet Kauter. espace de joie Para mí que es disait una alegría y Kauter sobre pour todo moi, un gran honor de tener aquí et a surtout une Cristina, grande honneur d'avoir cuyo avec nous universo Christina creativo dans se son caracteriza sobre todo por univers esa est fusión caractérisé tan surtout audaz par de cette realidad y ficción fusion que cuestiona si siempre la veracidad del medio réelle en el que et qui trabaja, remet el en, medio fotográfico, toujours en unos question proyectos le milieu donde avec lequel elle podemos travaille, percibir, les al igual que photographies, Camus, un esa projet où l'on peut exploración voir de absurda même que Camus, de cette la condición exploration humana y esa absurde necesidad, al fin y al cabo, de de la encontrar condition sentido a humaine través de la et rebelión. qui Para mí, Cristina effectivement eh utiliza bien, la trouve un imagen, la sens à travers fotografía para la revelarnos rébellion. sus contradicciones, Elle las ambigüedades de la utilise les realidad, images un pour trabajo essayer que de sin duda trouver nos invita les siempre a una inconsistances, un contemplación travail qui nous profunda invite de toujours esa à une condición humana, contemplation pero sobre profonde todo de cette una condition búsqueda de humaine, mais surtout significado une en este recherche mundo de tan signification complejo y a dans ce menudo monde si contradictorio. complexe Y con et ella y pas con si su gran trabajo os contradictoire. dejo Et avec son y a énorme travail, je disfrutarlo. vous laisse à présent et allez, profitez-en. Bien, merci beaucoup, Sandra. Merci à vous tous, véritablement, avant même d'avoir dit quelque chose. En vérité, je me sens un peu hors de cette place. Je vais essayer de vous amener à une situation très différente où vous allez un peu vous remettre en question, vous allez voir les doutes que j'ai, les vôtres, et toujours avec un ton très ludique, superficiel et vraiment très sain. Il ne faut même pas lire Camus, n'est-ce pas, pour interpréter ce que je vais vous dire. À mode d'introduction, j'essaie toujours de me justifier. Je suis femme, on nous a éduqués ainsi, et je mets toujours le début de mon travail documentaire pour pouvoir me valider. Ce que vous allez voir à partir de maintenant, donc, pourrait être remis en question, mais si je montre ici les photos, celles que je faisais au début de mon parcours professionnel, j'espère que vous allez me prendre un peu au sérieux. Je le faisais en collaboration avec des ONG, avec des orphelinats en Inde, ceux qui détruisent des bateaux en Bangladesh, parce que c'était un moment où j'étais très jeune, enfin pas si jeune, mais jeune, et je croyais que la photographie était l'instrument que j'allais me permettre de changer le monde. Très romantique, évidemment, que maintenant, franchement, j'ai quelque peu laissé de côté. Et pendant 10 ans, j'ai travaillé en faisant un travail avec la presse locale. J'ai commencé ici, d'ailleurs, à Baleares, dans le quotidien de Ibiza, en essayant de me rapprocher à des drames beaucoup plus importants que les jeux de basketball dans les îles Baléares. Et donc, les week-ends et pendant mes vacances, je prenais contact avec Médecins sans frontières, le Comité international de la Croix-Rouge, pour visiter des endroits et pour comprendre le monde et que mon travail puisse avoir un résultat beaucoup plus important que la Ligue des enfants du basket des îles. De Ibiza, je suis parti à Alicante, toujours en presse locale, et au bout de 10 ans de presse locale, quand véritablement j'avais déjà un langage, je savais m'exprimer avec tout cela, n'est-ce pas? J'ai à nouveau connu une grande déception. Avant même de commencer avec la photographie, celle-ci, elle était issue, cet intérêt, après une déception et après faire 5 ans d'études de beaux-arts, j'allais encore dans une galerie et je comprenais absolument rien. Donc, vous voyez l'artiste qui met quelque chose sur le mur. Excusez-moi, je vais simplifier beaucoup, je sais que vous êtes très bon, mais j'allais à une galerie, je voyais un bâton sur effectivement un mur blanc et c'est écrit le rapt de l'Europe. Eh bien, j'entendais rien, je ne comprenais pas. Et ce manque de communication quand on nous explique qui est l'émisseur, le récepteur, le contexte, moi je me perdais. Et je me disais, cet homme artiste veut dire quelque chose de l'Europe, moi je vois un bâton, je ne comprends rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas le contexte, l'émetteur ou quoi. Et de cette
frustration, j'ai été jusqu'à la photographie, un langage universel très reconnu, et immédiatement, j'ai trouvé là un outil qui aussi m'ouvrait des portes et me permettait aussi d'être présente n'importe où et je pouvais alimenter, satisfaire ma curiosité jusqu'à un certain point parce que j'étais très curieuse. J'arrive à la presse avec beaucoup d'efforts, je reste là 10 ans et en étant à Alicante, eh bien, dans ce levant, eh bien, j'ai évidemment connu la transition de la presse écrite au numérique et beaucoup de cas de corruption politique. Cela a eu un impact direct dans ma vie parce que je suis constamment devant le commissariat en attendant qu'arrive un politicien ou toutes ces personnes qui ont terminé effectivement en prison dans les années 2010. Alors, et je me disais, mais quel sens a tout cela? Tu veux changer le monde et tu attends là devant un commissariat que quelqu'un puisse passer couvert avec une casquette pour faire une photo. Mais qu'est-ce que tu fais? T'es finalement, et de même que celui de la galerie avec le rapt de l'Europe, on faisait une photo sur cette casquette. Donc, j'ai complètement perdu les repères. Et concrètement, il y a eu un point de non-retour qui avait été cette photo que, à la fin de mon travail au quotidien, où je suis revenu en moto, j'ai vu un accident. Personne n'est mort, heureusement. Je revenais depuis l'université, et bien voilà, un autobus est rentré dans une voiture. J'arrête ma moto et je prends cette photo. La fille qui conduisait voit que la presse arrive et elle me prie que je lui fasse la photo. Qu'est-ce que je fais? Je fais la photo. La Christina du passé prend cette photo. Je l'envoie ensuite à mon quotidien et cette photo est carrément, elle fait la première dans le quotidien. Et je me sens très mal parce que je n'aurais pas dû prendre cette photo parce que c'est elle qui m'avait demandé de prendre cette photo. Et atterrit alors dans ma tête une question qui, depuis lors, j'essaye de répondre. Pourquoi cette photo avait été la première, la une d'un quotidien? Un accident sans aucune gravité va occuper la première page. Pourquoi? Eh bien, à cause de cela. Pourquoi? Parce que ça reprenait un cliché, une façon de construire et de montrer un message qui reflétait quelque chose de très sérieux. Une femme en priant et avec un drame derrière nous amène à un drame très important, une gravité mondiale, planétaire, même si c'est un accident de circulation. Et c'est une sélection de photos que je suis en train de faire en WordPress Photo où j'ai reconnu ces familles, ces catégories qui se répètent. La femme qui pleure, l'homme qui sauve, l'Africain de très près où on voit presque la texture du visage, l'enfant pleurant et c'est fascinant. Et quand j'aurai terminé ce travail, je vais vous le recommander. Vous allez voir. Mais ce que cela m'a permis, c'est de me rendre compte que la photographie n'était pas un outil. C'est pas ce que je voulais. Et ce que je devais faire pour changer le monde avec la photographie, il me fallait changer la photographie. Une partie aussi très importante, non seulement de prendre des photos, mais me changer à moi-même aussi, c'était reconnaître en moi que finalement, je ne me voyais pas comme quelqu'un qui devait donner la vérité. Personne ne m'avait donné cette responsabilité, ni personne ne m'avait nommé, va raconter Christina, le monde à l'audience. Non, c'est moi qui ai décidé de le faire. C'est moi qui ai décidé de mettre ces limites, comprendre le décalogue ou les contraintes du bon journaliste. Mais pour moi, ce n'était pas suffisant. Quand je suis parti à Haïti, à tous ces endroits en Inde, les photos n'expliquaient pas tout ce que je vivais. Il me fallait bien plus. La réalité était beaucoup plus complexe, avait beaucoup plus de nuances et beaucoup plus. Et c'était pas seulement des drames. Il y avait de l'humour, des incertitudes, de l'absurde tout partout. C'est ce qui nous appelle davantage dans le monde. C'est pas la gravité de ce qui se passe. Il y en a toujours eu. Ce qui surprend, c'est l'absurde, c'est le manque de logique et aussi de rigueur. Non, enfin, c'est pas de rigueur, c'est que rien n'a un sens, que tout peut avoir lieu dans le monde où on se trouve aujourd'hui. Alors j'ai commencé à tourner tout cela, à renverser cela et je me suis rendu compte que peut-être je n'avais pas la légitimité pour raconter la vérité parce que je ne me considérais pas cette personne, mais moi non plus, c'est pas quelqu'un qui parle comme ça.
qui donne des leçons aux autres, qui rend coupables les autres, qui répète la même chose. C'est ce que fait la presse, n'est-ce pas? Hein, toujours culpabiliser les autres ou rendant coupable l'audience sans donner une solution. Moi, j'étais beaucoup plus intéressé par les articles d'opinion et de chronique, comme on dit. Et à partir de là, j'ai commencé à me connecter avec mon opinion et à valoriser ces opinions. Et qu'est-ce que je devais dire sur cette situation que je ne comprends toujours pas? Embrasser d'une certaine manière la personne ironique, celle qui n'accepte pas la réalité et qui ne, pour qui la réalité n'est pas suffisante pour commencer à la raconter. Après avoir abandonné la presse, presque en même temps, la dernière année, j'ai commencé à réfléchir et à identifier quels étaient les points faibles, comment dirais-je, les points sur lesquels la presse n'avait pas donné une bonne réponse et que je pouvais reconnaître. L'un des plus importants pour moi, c'était comment la photographie et la presse en général a décrit le continent africain dans sa totalité. Et c'est pas parce que j'ai lu beaucoup de livres, mais tout simplement, la première fois que j'étais à Afrique, à Dakar, j'attendais quelque chose de plus de rudimentaire, beaucoup plus d'animaux sauvages, n'est-ce pas? Et beaucoup plus de violence. Je suis arrivé à Dakar et franchement, c'était rien n'était semblable. Et alors, j'ai commencé à réfléchir comment pouvait-on compléter, oui, corriger d'une certaine manière, n'est-ce pas? Corriger, permettez-moi, oui, d'une certaine manière, la façon dans laquelle mass média, tous les médias avaient construit des clichés sur certains territoires tels que l'Inde, l'Afrique, etc. En faisant un peu de recherche, toujours superficielle, j'ai trouvé l'histoire d'un programme spatial qui, oui, avait eu lieu en 1964 en Zambie. Et à partir de là, j'ai commencé à tirer de ce fil. J'ai utilisé ma propre incrédulité pour structurer et comprendre le projet parce que moi-même, j'étais la première, ne croyais pas que ce projet pouvait être réel. J'ai bien su que c'était un truc et j'ai dit, mon Dieu, comment est-ce qu'on, une fois de plus, on a mis une vidéo sur YouTube. Et après, j'ai compris que non, en 1964, c'est vrai, Zambie avait eu un programme spatial lidéré par effectivement un professeur d'université qui a entraîné une dizaine d'étudiants. Il a créé toute une série de systèmes, conçu une fusée et de là arriver à la Lune, puis après aller à Mars avec des chats, etc. Un programme spatial, disons, de l'époque des années 60. C'est pas que la Californie était en train de faire quelque chose de beaucoup plus sensé. C'était les années 60 et tout le monde allait à fond. Et ce mec aussi le faisait de même. Alors, pourquoi cela me semble si exotique, un programme africain spatial? Parce que si ça aurait été au Danemark, il aurait été aussi impossible qu'en Zambie. Mais l'Africain, je ne le croyais pas. Et celui du Danemark, oui. Alors, je ne sais pas pourquoi. Enfin, je sais, mais bon, c'est trop long. Ce que j'ai fait, c'est identifier tous les clichés, toutes les images qui se répètent sans cesse et que j'ai dans ma tête, au sein de ma bibliothèque visuelle qui dit Afrique et la mélanger avec toutes les images qui, dans ma tête, me dit espace. Je n'étais ni en Afrique ni en espace, mais je peux encore imaginer un programme spatial africain basé sur tous ces clichés que j'ai moi-même. Alors, je suis revenu sur ce que je faisais en beaux-arts, des dessins et des bandes dessinées, et j'ai fait toute une série qui s'appelait Afronautes en mélangeant des archives que je manipulais également avec des images. 85% de ces photos étaient faites à Alicante, où j'habite, très près de chez mes parents parce que l'Espagne est très semblable en Afrique, en tout cas au cliché que nous avons de l'Afrique aussi. J'ai construit une histoire parce que il suffit pas seulement de mettre des clichés, il doit y avoir une histoire d'amour très simple, n'est-ce pas? En mélangeant aussi avec des pseudo-images qui semblent être scientifiques, qui donnent du sérieux, mais en réalité, vous voyez Fast Finger Globes. Bon, franchement, j'ai complètement oublié de changer ce titre. Le titre était aussi une copie. Enfin, je venais de 10 ans de presse, j'avais jamais écrit un livre. Et voilà ce que j'ai obtenu. J'ai collaboré heureusement avec Laia Abril et Raymond Pes, qui sont aujourd'hui des
grands éminences du photolivre et peu à peu, j'ai créé cette histoire. Ici, une autre image répétée, c'est la violence. Les soldats sont toujours en train de menacer. L'homme africain menace, n'est-ce pas? Et les soldats, franchement, ils ne font rien, ils vous ignorent complètement quand vous êtes là. J'ai repris, ça c'est fait à Madrid avec les résidus, le chaos qui existe, c'est toujours associé avec la documentation que nous avons eue toujours sur l'Afrique et je devais évidemment le mélanger avec l'espace. C'est une photo faite à Roswell avant même connaître qu'il y ait un programme spatial africain à Roswell. C'est là où on a dit qu'un ovni avait atterri aux États-Unis et que la CIA ou l'FBI avaient fait une autopsie et ils avaient fait et créé cette R 51 ou 52, je ne me rappelle plus le numéro. Il y a un musée alien et je n'ai fait que, on a fait cette maquette pour reconstruire cette autopsie. Mais moi, c'était très bien d'avoir ces images. Et d'ailleurs, comme anecdote, j'avoue que quand le livre est sorti, qui avait été un phénomène que je ne m'attendais pas, la Cour Sala, c'est ceux qui l'avaient édité, ont remis ce livre à beaucoup de personnes. Et quand il arrivait en main de Horacio Fernández, un des grands experts en photographie qui est en Espagne, il passait les pages et il me disait, je suis en train de passer les pages, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Mais quand j'ai vu cette photo, mon Dieu, c'est vrai. Cette photo, c'est celle qui, grâce à Fernandez, croyait que ma version était la bonne. Du point de vue ludique, évidemment, je me suis littéralement lâché le corset, mais j'ai carrément transformé le corset comme un drapeau de ce qu'on peut faire avec une caméra et ce qu'on peut faire avec la photographie et les mille manières qu'on peut raconter le monde où nous vivons. Par exemple, j'avais besoin évidemment d'un vaisseau spatial, mais comment est-ce que je vais créer un vaisseau spatial à Alicante? Alors, ce que j'ai fait, c'est une photo de quelque chose qui flottait et j'ai tourné l'image et qui sont les effets spéciaux le plus bon marché de l'ère de la fiction, mais riez alors de la intelligence artificielle. Donc, j'ai fait ce livre d'une manière artisanale, ça avait été une surprise, et que finalement, les Africains ne sont pas arrivés à la Lune, pas encore, n'est-ce pas? Mais ce livre m'a lancé non seulement dans le monde de la création, de la photographie, mais aussi dans le monde de l'opinion, parce que subitement, on m'invitait à tous les festivals sur afrofuturisme, je ne savais même pas que ça existait, ça, et j'ai dû véritablement bosser sur tout cela. Tout a pris beaucoup de vitesse. Aujourd'hui, ça fait à peine 12 ans que tout cela avait eu lieu, 13 ans même, parce qu'en plus, j'étais dans un prix présenté comme lauréate. Donc, je ferme un cycle très important. Mais en termes pratiques, ce qui s'est passé, c'est que d'être dans un plutôt quotidien local à Alicante, j'étais tout d'un coup sous le focus de tout le monde. Tout le monde disait, ouais, elle a eu de la chance avec son livre. Tu vas voir, la deuxième, ça sera une merde. Eh bien, j'ai fait une deuxième qui était une merde et je me suis centré sur le troisième, qui est celui-ci que je vous montre. Avant à- de sortir de mon quotidien. J'ai eu une crise personnelle existentielle à tous les niveaux. J'adore les crises parce que cela, eh bien, me permet d'aller à des endroits. Quand vous n'avez rien à perdre, c'est comme vous pensez mieux et vous vous connectez beaucoup mieux. Alors, j'étais à ce moment-là et je suis parti en Chine parce que c'était très loin et je ne connaissais personne. J'ai vécu là-bas 6 mois avec des familles chinoises qui ne parlaient pas l'anglais. Je ne comprenais rien, mais tout allait très bien parce que je n'avais pas besoin de comprendre. Après cette période en Chine, j'ai dû revenir à Londres et Afronaut arrive. J'ai beaucoup de photos de la Chine que d'être là pendant ces 6 mois m'a permis de ôter toute la façon de travailler que j'avais dans ma tête sur la presse et commencer à faire des photos que je souhaitais, comme un chien qui porte des souliers. Tiens, intéressant. Tout ce qui me surprenait et me reconnecter à nouveau pourquoi j'avais choisi une caméra de photo pour comprendre et expliquer le monde. Ceci dit, alors j'ai passé beaucoup de temps en Chine. Je ne comprenais rien du tout. La grande conclusion que j'avais sur la Chine, que c'est un pays communiste, mais pas tellement, n'est-ce pas? Ça avait été ma grande conclusion
Logiquement, je ne pouvais pas écrire beaucoup là-dessus, mais après les succès de Afronaute, tout le monde souhaitait que je lance le deuxième ou troisième livre. J'avais beaucoup de matériel sur la Chine. Allez, je prends le livre Quotation from le livre rouge de Mao de la librairie de mon père. J'ai jamais su pourquoi il l'avait, mais il l'avait. Dans sa version anglaise, j'ouvre la première page et le titre Communist Party et un texte de Mao, n'est-ce pas? Les avantages de ne pas être véritablement anglaise, vous comprenez les significations par la forme. Quand vous voyez Communist Party, parti, c'est deux choses pour vous. C'est le parti politique peut-être, mais la fête aussi. Et dans cette première page, j'ai eu toute mon histoire parce que cette première page, les deux significations de parti me donnaient tout ce que je voulais dire sur la Chine. Alors j'ai commencé à faire quelque chose de très chinois, censuré, et j'ai commencé à censurer le livre rouge de Mao, comme qui fait des crucigrammes, et j'ai commencé à repêcher et sortir à la surface des phrases que Mao avait écrites sans savoir et qui, d'une certaine manière, construisaient un manuel d'instruction mis à jour, n'est-ce pas, de comment être un citoyen chinois. Le manuel de Mao était celui qui était utilisé dans les années 60 et celui que je propose, c'est celui qui est. Nous avons aujourd'hui 400 pages donc censurées dans lesquelles je repêche certaines phrases, vous voyez, parfois un peu mieux, un peu pire, mais il y a beaucoup, beaucoup de pages et d'une certaine manière, c'était en tout cas un livre politique, sans doute. Vous commencez à censurer le livre rouge de Mao quand même. Mais c'est aussi le travail le plus personnel que j'ai réalisé parce que on parle de la fin d'une utopie, on parle du changement et de regarder un idéal d'une manière différente, proactive pour le rendre à vous-même. Et c'est ce que je voulais faire, le rendre propre à moi. Et voilà, j'ai fait ce livre rouge, une version. J'étais très fatigué, pardon, très ennuyé, ennuyé et très furieuse contre les hommes. Ils m'avaient trompé. Mais bon, vous le lâchez peu à peu hein, dans ces trucs. Et tout le monde dit, mais c'est un livre politique. Et moi, je rentrais en plein contre les hommes. Voilà, les nuances, c'est super. Et puis les couches aussi. Le livre rouge de Mao a très bien fonctionné. C'est difficile à trouver à présent, mais c'est mon livre favori parmi tout ce que j'ai fait. Je crois que j'en ai fait 13 ou 14 et c'est celui que j'aime davantage. Maintenant, je vais plus rapidement. Nous sautons tous ces livres qui entrent au milieu de tout ça et je pars à l'autre extrémité, l'un des derniers que j'ai fait. Peut-être aussi parce que je crois que c'est important, en tout cas pour moi, de parler comment. Maintenant, on rit tous, n'est-ce pas? Mais comment le sens de l'humour ou le fait d'avoir une image différente, non si solennelle, peut nous amener à non think out the box. Non, parce que une box, c'est une box. Moi, je préfère euh, plutôt le think outside, littéralement. La guerre, n'est-ce pas? C'est l'un de l'autre grand sujet qui a été documenté depuis le début de l'histoire de la photographie. Et comme le destin a voulu que j'ai été membre d'une agence qui était née en distribuant des photos de guerre, et pendant quelques semaines encore, je continue à être président de Magnum pendant 3 ans, eh bien pour moi, c'était très important que de comprendre que penses-tu de ces photos de guerre? Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui se considéraient supérieurs parce qu'ils ont vu le conflit, n'est-ce pas? Alors, en faisant un peu de jeu, mais ne le dites pas, ce projet, je l'ai conçu l'année où on ne m'a pas voté pour Magnum. Magnum, vous savez que c'est une espèce de loggia de maçon où vous devez franchir des étapes. Normalement, c'est 4 ans, vous devez travailler, travailler, travailler. Et la quatrième année, si votre portefeuille est celui qui est considéré, eh bien, vous êtes membre de la coopérative. Je suis passé par un quart de vote
Et j'étais très frustré d'une certaine manière de ne pas m'avoir accepté. Et j'ai pensé qu'il fallait aller à la guerre. Et je suis parti à la guerre. Allez hop! Je suis parti avec Lorenzo Meloni, qui fait également des conflits armés avec Magnum. Et je me suis dit, moi, qui peut-être est la voix la plus expérimentale de Magnum, et toi, tu es encore celui qui fait sur le front des photos. Que se passe-t-il si on travaille ensemble? Parce que moi, je pensais qu'on pouvait le faire. Nous sommes partis les deux à Afghanistan. Je crois que les talibans sont revenus au pouvoir en septembre 2021, me semble-t-il. Août, août, enfin, je me suis trompé, c'était le mois août de 2021. Et je suis arrivé en janvier 2022 où le nouveau gouvernement taliban faisait ce que voulaient tous les journalistes. C'est un moment irréel en réalité. L'idée avait été d'aller à Afghanistan avec l'idée que l'Afghanistan se trouvait sur les médias depuis 40 ans et pourtant on savait très peu. On sait quels sont les repas traditionnels d'Extrémadure, mais d'Afghanistan, on sait seulement les burqas, la guerre, les talibans, les chèvres, peu de choses. Et l'idée était alors d'offrir, de leur octroyer le même traitement que pourrait faire n'importe quelle autre revue de consommation de week-end, leur donner cela à l'Afghanistan et nous avons créé là l'idée des Kabouleurs. Des Kabouleurs, c'est comme les New Yorkers, mais en Afghanistan, vous avez compris. Alors, ils ont toutes les sections d'une revue. Il y a la mode, gastronomie, des passe-temps. Il y a aussi feuilles internationales, sport, moteur, etc. Et là, vous pouvez observer, vous pouvez obtenir cette revue, il en reste encore, mais l'idée, c'était de dire, allez, les talibans maintenant, ils étaient très heureux. On va faire des photos avec des talibans heureux ou pas, ou on continue avec des visages sérieux. Parce que s'ils vont être contents, c'est à peine 6 mois qu'on aura. Mais on va documenter ce moment-là. Et voilà, je leur disais pas de sourire, c'est qu'ils étaient vraiment très heureux, vous savez. Et avec cette idée, eh bien, faire quelque chose. Si on parle de mode, allez, parlons de mode. C'était, oui, il y a certaines personnes qui m'ont dit, mais, ah, dis donc, tu as un peu exagéré, mais si vous ne le faites pas, vous ne le saurez jamais. Donc, les images, nous avons fait toutes à Afghanistan, mais après la revue, ça nous a pris une année de plus. Et pour compenser et accomplir la mission que nous souhaitions quand même, il nous fallait compenser cela avec des informations rigoureuses, avec des personnes qui, oui, peuvent parler depuis l'intérieur, depuis leur expérience, hormis le mois et demi qu'on était là. On a collaboré avec des journalistes afghans en exil, d'autres qui étaient restés dans le pays. On a également fait des interviews à des gynécologues, aussi l'ancien gouverneur de Bamia, qui était celui qui avait donné l'ordre de détruire les grands Bouddhas. C'est-à-dire, nous avons fait véritablement un travail de journalisme de vrai. Et excusez-moi de me justifier, mais je vous montre également les plus belles images. On voyait cette publicité, les chaussures que portent les talibans, les cheetahs. Ensuite, une autre photo qu'on avait utilisée comme publicité d'un salon de mariage et certaines de ces pages depuis la revue de Kaboul où vous voyez un peu de tout. Et voilà. Et la revue, vous pouvez l'utiliser comme bon vous semble. Elle est très intéressante. Un autre sujet qui me semblait très intéressant et quand on parlait du ludique, de réfléchir les choses d'une manière différente et de montrer un peu d'humour à quelque chose qui était très sérieux, l'une des choses qui m'a le plus surpris de l'Espagne, il ne faut pas non plus aller à Afghanistan pour le savoir, c'est les nationalistes, pas seulement d'Espagne, mais de tout partout. Moi, je suis très déraciné. Mon père était belge, mais il n'a jamais vécu en Belgique. Ma mère était andalouse, mais elle venait de Cadiz. Puis ensuite, on a vécu en France. Donc, on a toujours eu très peu de racines. Et j'ai toujours été très surprise par le fait de comment les personnes peuvent se transformer à être un violent. Je ne comprenais pas ces nationalismes. Et dans cet exercice de réduction à l'absurde où je vis constamment, moi, j'ai vécu beaucoup à Alicante. À côté de Alicante se trouve Murcie. Et Murcie, il y a une ville qui s'appelle Alcantarilla. Et ma question, les gens d'Alcantarilla, là,
se sentent fiers d'être Alcantarilla, quand même. Et à partir de cette question, je me suis trouvé d'une manière, j'ai vu le chemin de Saint-Jacques. Aussi, Alcantarilla veut dire en français égout. Vivre à égout, vous vous sentez fier? Et je devais comprendre cela de manière sémantique. Alors, j'ai passé beaucoup d'heures en regardant la carte d'Espagne au millimètre et trouvé toutes les villes qui avaient des noms d'animaux, par exemple. Et je vais faire un safari. J'ai trouvé également un petit village qui s'appelait tout près de Léon Inicio, début, et j'arrive à Cerda, qui veut dire porc, mule, etc., en faisant des photos de tous les animaux, lobos, qui sont les loups. En Espagne, il y a beaucoup de chèvres également, comme Afghanistan. C'est une manière ludique de voyager et de connaître des endroits, chiens. Hein. Mais voilà, mon ambition. Gata, qui veut dire donc chatte, comme animal. Et il y a aussi la route de la terreur que j'ai créée, gastronomique et aussi anatomique. Et je suis en train de chercher d'autres pour compléter et un éditeur qui va sans doute être difficile pour qu'il me publie tout cela. Mais enfin, les truites aussi, les poulets et des brebis, il y en a plein. Et tout cela correspond à la route de la terreur que j'ai appelé cela, n'est-ce pas? Les voix, la lune, l'angoisse à gauche. Et quand nous allions à Parados, je m'arrêtais. C'était carrément très drôle. Et voilà quelques images. Et si vous cherchez la terreur, vous voyez la terreur. Et si c'est le safari, vous voyez des animaux. Et ensuite, j'ai même trouvé Christina et faire des phrases comme celle-ci. Hein, Christina a beaucoup de chance que l'on a vu passer à toute vitesse. Fortuna, de la chance. Et là, j'allais mettre un bombardement, n'est-ce pas, d'images, parce que hormis les projets qu'il faut construire et puis ensuite les expliquer comme je peux, j'ai des idées, du coup, des idées, oui, qui me semble qu'il faut faire des choses qui devraient exister, n'est-ce pas? Par exemple, la tour de Pise, de pizza dans ce cas-là, comme vous avez compris, mutation d'animaux, des choses qui nous plaisent et pourquoi pas le faire, n'est-ce pas? Par exemple, les clowns, j'étais très intéressé par les clowns. Comment une personne s'habille d'une certaine manière et faire rire les autres, je ne comprenais pas. Et ça, c'est un cirque au Mexique et on leur a donné une surdose de clowns. Ensuite, le petit lapin fantôme, enfin, l'excès de sucre. Là, je suis en train d'essayer de réduire mon sucre. Voilà un peu mon dessert de soutien émotionnel. Je l'amène toute partout, cette photo. Ensuite, je vois aussi toutes ces tartes. Et je crois que personne n'a écrit un essai à la hauteur de ces tartes merveilleuses parce que nous tous, nous avons une photo avec la fameuse tarte de joyeux anniversaire. Il faut écrire là-dessus, donc, utopie. Ce sont des objets très intéressants et ensuite d'autres questions que j'ai également fait. Et cela est borderline littéralement. Et ça avait été un projet que j'avais fait en Pologne, on m'avait donné une résidence de 2 semaines et j'étais arrivé si fatigué que je voulais pas regarder ça. J'étais si fatigué, je l'ai dit avec les organisateurs et je leur ai dit, allez, je fais ça, mais si je dois pas sortir de l'hôtel. Et j'ai fait tout le projet sans sortir de la pièce, de ma chambre. Quelqu'un connaît-il quelqu'un albinos, comme ce garçon? Est-ce que quelqu'un ici, excusez-moi, est-ce que quelqu'un pourrait me dire ce que veut dire la photo à droite? Voilà. Excusez-moi, le réchauffement global, des sujets plus sérieux. Ça, c'est une photo d'un projet. Vous trouverez le livre là dehors, 2 ans après astronaute, et ça raconte le voyage du migrant sur l'itinéraire américain depuis la frontière sud
à la frontière nord du Mexique qui présente les migrants comme des héros plus que comme des victimes, des criminels ou des personnes qui fuient. Je prends la structure narrative et le titre au livre de Jules Verne, Voyage au centre de la Terre, pour présenter des gens comme eux. Ça dépend beaucoup de comment on présente une histoire pour que les gens la comprennent. Et les médias font toujours en sorte que le migrant nous fasse peur ou nous suscite notre empathie, mais ils ont dû abandonner tout ce lui était familier, que ce soit agréable ou violent, pour y faire un voyage extrêmement dangereux. Il arrive à un endroit où personne ne veut de lui pour travailler dans des conditions insupportables, seul et avec la seule intention d'envoyer de l'argent dans sa famille. Attention, au début et à la fin. Moi, j'enlève tout ce qui est au milieu et je vais à un endroit pour envoyer de l'argent à ma famille. Ça me semble un geste d'une noblesse impressionnante qu'il faudrait vraiment admirer. Il ne faudrait pas en avoir peur ou que ça nous fasse de la peine. Je ne sais pas si le photolivre est la meilleure plateforme pour raconter cette histoire, mais bon, il y a toujours ce mélange entre les choses que je trouve sur mon chemin, auxquelles je n'aurais jamais pensé avec ce missile, et des choses que je fais comme parler avec des migrants, les entrevues, et après je leur demande de collaborer et que nous jouions ensemble. C'est un jeu en fait, nous bavardons, nous parlons de leur situation, de la mienne, de, nous sommes là toutes les deux en train de parler devant le mur de Tijuana et je lui raconte que j'écris cette histoire et puis je lui demande si ça l'intéresse ou pas. Avec les personnes avec qui je travaille, je collabore. On crée un monde qui ne suit pas les mêmes règles. On ne paye pas, parle pas bon, même parfois, ce sont des lois de la physique tout à fait différentes. Et c'est ma manière de comprendre le jeu. C'est pour ça que je pense que c'est très important et pourquoi je pense que tout le monde devrait faire un exercice de ce genre pour récupérer le jeu. C'est le pouvoir que nous avons. Un enfant prend ceci et dit, Ah, un avion. 2 heures plus tard, il le prend. Oh, regarde, c'est une épée. Toi, chacun de nous, on a un pouvoir extraordinaire pour décider ce que sont les choses, à quoi elles ressemblent, jusqu'à ce qu'on arrive à l'école et jusqu'à ce que quelqu'un dise non, ça c'est une barque, ça c'est non, ça c'est un appareil. Mais sinon, les enfants, dans leur imagination, ils voient tout ce qu'ils ont envie de voir. Un missile, un bateau, un avion, peu importe. Et ça nous asphyxie, cette vision réductionniste des choses. Et si nous regardons autour de nous, il y a tellement de choses qui nous entourent, qui sont là. C'est pas moi qui l'ai mis là, je l'ai vu ça c'est Cartagena. Et vous verrez, c'est là, ça c'est un chat qu'ils avaient laissé en face d'un panneau qui mettait attention aux chiens. La réalité est pleine de choses qui catalysent des mondes tout à fait différents. Un curé qui fait une photo du ciel. Excusez-moi, mais est-ce que ça n'a pas un sens, ça? À voir la vie, l'existence de Dieu. Et il fait une photo, il prend une photo. Le canard champion. Et là, on recommence. Et tout ça, c'est en Espagne. Une femme qui s'habille en méduse, un lièvre qui chasse, les pains en Espagne, j'adore, les hamburgers géants. Il y a tellement de choses. Et si dès qu'on commence, quand on ne doit pas chercher un ordre, quand on n'attend rien de la réalité, on voit beaucoup plus de choses. Et c'est là que je commence. Je vais encore vous montrer quelques photos, mais je pense qu'il est clair que pour moi, c'est important de jouer et de ne pas jouer seul. C'est tant mieux de jouer seul. J'ai besoin que les gens comprennent le jeu, même si c'est pendant une fraction de seconde. J'ai besoin que les gens rentrent dans ce monde où nous pouvons faire ce que nous voulons. Parce que c'est de là que partira l'idée et qu'on trouvera aussi la solution que nous cherchons lorsqu'on se permet de penser au-delà des règles qu'on nous a inculquées.
Et pour moi, le jeu, dans la société où nous vivons, est souvent assimilé à la compétition. Le foot, c'est un jeu, mais qui gagne, moi, ça m'est égal. Si j'aime vraiment le foot, j'aime voir des personnes qui, en short, qui font ceci ou cela, telle ou telle passe. Mais maintenant, on ne parle pas du jeu, on parle du goal, du but. Et on dit qui a gagné. Les euh, reporters sportifs parlent de gagner. En parlant de foot, en, je ne sais plus quelle année, 2018 ou 19, le Barça m'a donné un prix. Toute ma famille a toujours été du Madrid, mais bon, ma famille, même ma mère est allée à la cérémonie. Ils m'ont donné beaucoup d'argent. J'ai gagné un prix. Ils l'ont fait une seule année et c'était sur le sport et ça s'appelait Variation sur le podium, l'objet du podium et voir ce que ça voulait dire. Voyons ce qui se passe avec le podium. Et tous les sens pour inventer le podium où tout le monde a sa place, un podium mathématiquement correct, un podium, un autre podium. Et j'ai travaillé avec un menuisier, on s'est beaucoup amusé, le podium champion. Et j'avais aussi toujours eu envie de faire de manière poétique, aller dans un magasin de trophées, payer très très cher et ne jamais aller le chercher. Voilà, si quelqu'un veut faire ça, d'autres podiums, il y a beaucoup de podiums. Le poids de la compétition, une tarte, évidemment, un gâteau, et voilà. Et comme nous parlons de jeu et on parle de gagner, je voulais vous proposer à toutes et à tous, pour terminer mon intervention, un petit jeu. Ne bougez pas, s'il vous plaît. Pouvez-vous distribuer les petits papiers? Toma otro. El ganador. Cuando, cuando, cuando estéis todos con vuestro Lorsque cartón, vous aurez por tous favor, reçu avisad. votre petit carton, dites-le moi, s'il vous plaît. No lo analicéis mucho. Abrazad el no análisis. N'analysez pas, s'il vous plaît. Embrassez la non-analyse. Je dois vous dire que dans ma famille, il y a différents ludopathes. Et le bingo a toujours été présent pendant mon enfance. Ma grand-mère a été veuve à 40 ans. Mon grand-père était militaire. Ma grand-mère avait une bonne pension. Elle a tout dépensé au bingo et parce qu'elle vivait avec nous. Donc, vos impôts se sont terminés grâce au bingo. Et ça me semble un jeu horrible et fascinant à la fois. Et je voulais donc vous proposer de jouer ensemble. Je l'ai adapté pour enlever la partie du bingo qui me plaît le moins. Lorsque vous serez prêts, je vais demander que la salle se taise et la partie va commencer. Prêt?
El 18. Le 18. Quien cante línea, que diga yo. Celui qui a une ligne de bonne réponse, que cette personne se manifeste. Ah, 18. 18, 36, 36. 36. Ah oui, ah. ¿Quién, ¿En français? En español. Bueno, que no haya jugado al bingo. Qui est-ce qui n'a jamais joué au bingo? Silencio. Silence, al s'il bingo vous plaît. Qué Tu n'as feo. jamais joué au bingo? Hay que tachar los números que salen. Il faut marquer les Cuando numéros, completas una il faut línea, barrer les tachas numéros qui línea, apparaissent, qui sortent, continuamos, y cuando et il faut completes todos dire los números, ligne, il hay que faut cantar dire bingo, ligne. Et ¿vale? lorsqu'on a Y te tous les llevas un numéros, il faut premio. dire bingo. Et on a Ok. vous recevrez un prix. D'accord? Les règles du No, jeu on a juste, sont hemos prêtes. hecho solo el 18 y 18 ahora el 36, et 36. 45, 45. 45. 49, 49. 49. 61, 61. 61. ¿No está? Le 41 n'y est pas? El 19. 19. 90, 90. 90. Está bien, no pasa nada. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave Es s'il un n'y juego, s'il n'y est pas. es el juego. C'est un jeu. Voy a coger otro que este no sé si es para un lado On va o para chercher otro. un autre parce que 34, 34, 34, 22, 22, 22, 26, 26. 26, Oh. 3, 3. 3, 56, 56. 56. Oh. ¿Alguien ha hecho línea? Quelqu'un a une ligne complète? 83, 83. 83. En los bingos no dejan hablar, ¿eh? 15, 15. 15. Continuamos para bingo. On continue. Venga. Continue pour arriver au bingo. Vale, continuamos para bingo. On continue, on continue. 67, 67. 67. El 1. 1. 16, 16. 16. 29, 29. 29. Solo el Ligne. primero. El 6. 6. 92. 92. 92. 72. 72. 72. 72. 7. 7. 33. 33. 47. 47. 47. 74. 74. 74. 74. 53. 53. 53. ¿Línea? ¿Más líneas? Ligne, y a-t-il d'autres lignes? Qué bingo este. No sabemos este todavía. On ne sait pas encore. Ah, sí, ya sé cuál es. 89, 89. 69, 69. 81, 81. 18. ¿Ya lo he dicho? El 5, 5. no voy a hacer la broma. Y el vais pas faire la- 51. 51. Enhorabuena a los premiados. Acabáis de ganar un cartón de Vous venez bingo. de gagner un carton de bingo. Bravo à tous les gagnants.